Mon fils m'a mis aux enchères pour $1 à son gala de bienfaisance. Qui veut de mon père ennuyeux? A-t-il ri devant 200 personnes? J'étais assis là, humilié. Puis un inconnu au fond s'est levé et a dit « $1 million ». Ce qui s'est passé ensuite a fait blêmir mon fils. 69 ans sur cette terre, et personne ne m'avait jamais fait me sentir aussi insignifiant que mon propre fils, un vendredi soir à Manhattan. Ni mon premier patron, qui m'avait dit que je ne ferais jamais rien de ma vie. Ni la banque, qui avait refusé ma première demande de prêt 3 fois. Pas même mon ex-femme, Sandra, qui m'avait quitté pour son coach de spinning et avait eu l'audace de garder le chien. Ni le cardiologue, qui m'avait dit à 52 ans que mon cœur avait besoin de ralentir. Ni l'associé, qui avait volé ma liste de clients en 1987 et m'avait serré la main à la porte en sortant. Personne. Pas une seule fois. En 69 ans. Jusqu'à Jordan. Bienvenue dans la vraie vengeance de papa. Prenez vos collations, installez-vous confortablement, et rappelez-vous que les personnes dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Ils ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer ici. Le gala était son idée. Naturellement, Jordan Price, mon fils, mon sang, ma plus grande réussite et ma déception la plus déroutante, avait organisé une collecte de fonds caritative au Méridien. L'un de ces lieux incroyablement élégants de Park Avenue où les lustres coûtaient plus cher que la voiture de la plupart des gens, et où le personnel vous regardait comme s'il avait obtenu son diplôme d'une meilleure université que vous. $600 l'assiette, 200 invités, tenue de soirée, le tout. Il m'avait appelé 3 semaines plus tôt, la voix dégoulinante de ce genre d'enthousiasme qu'il réservait aux choses qui lui profitaient directement. « Papa, tu dois venir. Ce sera incroyable. J'ai besoin de ma famille. » J'aurais dû savoir à ce moment-là. Jordan n'avait pas besoin de gens. Jordan avait besoin d'un public, mais c'était mon fils. Alors, j'ai repassé mon bon costume. Le bleu marine, celui que Sandra disait toujours me rendre distingué. J'ai ciré mes chaussures. J'ai pris le métro depuis mon appartement du Queens, car je refusais toujours de payer les prix du stationnement à Manhattan par principe, et je suis entré au Méridien à 19h15 un vendredi soir, me sentant, sinon exactement fier, du moins présent. La salle était magnifique. Je lui accordais ça à Jordan. Du cristal partout. Un éclairage doré doux, un quatuor à cordes dans un coin jouant quelque chose qui avait probablement un nom français. 200 des citoyens les plus satisfaits d'eux-mêmes de New York, sirotant du champagne et se disant à quel point ils étaient généreux de s'être présentés. J'ai trouvé ma place, table 14, que j'ai réalisé plus tard être la table la plus éloignée de la scène, et je me suis présenté aux gens autour de moi, un couple de Westchester, un promoteur immobilier de Brooklyn, une femme nommée Patricia qui vérifiait son téléphone et soupirait bruyamment. Des gens normaux, mon genre de personne. Jordan m'a trouvé pendant l'heure du cocktail, m'a serré la main comme si j'étais un collègue, et a dit « Papa, tu as l'air super. Content que tu aies pu venir. » Avant que quelqu'un de plus important n'apparaisse par-dessus mon épaule et ne l'entraîne au milieu de sa phrase. J'ai élevé cet homme, ai-je pensé. J'ai préparé ses déjeuners. Je l'ai conduit à l'école sous la pluie. J'ai co-signé son premier bail d'appartement. J'ai attendu seul dans les salles d'attente des hôpitaux à 2h du matin quand il avait 7 ans et qu'il avait une fièvre qui m'avait fait plus peur que tout ce que j'avais vécu avant ou depuis. Et il m'a serré la main. J'ai bu un verre de vin. Puis un autre, j'ai mangé le pain parce qu'à 69 ans, j'avais le droit de manger le pain sans m'excuser. J'ai écouté 3 orateurs parler de programmes d'entrepreneuriat pour les jeunes dans des communautés défavorisées, ce qui était vraiment émouvant et m'a fait oublier un instant que j'étais assis à la table 14, comme une pensée après coup dans l'histoire de mon propre fils. Puis Jordan est monté sur scène. Il était incroyable là-haut. Je ne mentirai pas. Grand, élégant dans son smoking, avec cette confiance aisée qui remplit une pièce sans demander la permission. Il tenait ça de moi, en fait, bien que je soupçonnais qu'il avait cessé de le croire depuis longtemps. La foule l'a immédiatement adoré. Il a raconté 2 blagues, les 2 ont fait mouche. Il a parlé de la fondation avec une vraie passion, et j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Peut-être que je m'étais trompé. Peut-être que c'était le Jordan que j'avais élevé. Peut-être. Et maintenant, a dit Jordan,
souriant à la foule comme s'il était sur le point de révéler quelque chose de délicieux. Nous allons faire quelque chose d'un peu différent ce soir. La pièce s'est penchée en avant. Combien d'entre vous ont un papa? Rire, main levée. Combien d'entre vous ont un papa ennuyeux? Plus de rire, plus de mains. J'ai souri poliment à personne en particulier. Eh bien, dit Jordan, se relâchant légèrement, se chauffant à la performance comme il le faisait toujours quand une foule lui donnait un pouce. J'ai apporté le mien ce soir. Il me désigna directement. 200 têtes pivotèrent vers la table 14 comme un seul organisme. Lève-toi, papa. Oh non, je me suis levé. Parce que faire d'autre quand 200 personnes vous regardent et que votre fils tient un microphone et sourit comme s'il avait inventé la comédie. Mesdames et messieurs, je vous présente Eugene Price, retraité de Queens, New York, History Channel, se couche à 21h30, et a un jour décrit un voyage à Home Depot comme, et je cite, un samedi plutôt excitant. La salle a éclaté. De vrais rires, des rires chaleureux, le genre qui pense être inoffensif parce qu'il ne sait pas mieux. Je suis resté là et j'ai souri parce que 69 ans m'avaient appris que parfois, sourire est la seule option digne qui s'offre à vous. J'ai souri de la façon dont on sourit quand quelque chose vous coûte plus que vous n'êtes prêt à le montrer. Alors, voici ce que nous allons faire, a poursuivi Jordan, les yeux brillants par la performance. Nous allons mettre aux enchères une soirée avec mon papa ennuyeux. Dîner pour 2 au profit de la fondation. Qui veut mon papa ennuyeux? Nous commencerons l'enchère à $1. Parce qu'honnêtement, il a fait une pause pour la blague, en la chronométrant parfaitement. C'était généreux. La salle a complètement craqué. Quelqu'un à la table 3 a crié « $1 » et la foule a applaudi. Jordan les a pointés du doigt comme un animateur de jeux télévisés qui n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. $1. Est-ce que j'entends de... Silence, plus de rire. Je me tenais toujours debout, souriant toujours. Quelque part dans ma poitrine, quelque chose de très ancien et de très silencieux prenait une décision. Une fois, a dit Jordan, théâtralement. Et puis c'est arrivé. Du fond de la salle. Table 1, la table que j'avais remarquée plus tôt, la table la plus proche de la sortie, où un homme aux cheveux argentés en costume sombre était assis avec l'immobilité de quelqu'un qui n'avait absolument rien à prouver. Une voix a traversé le rire comme une lame à travers le papier. $1 million. La pièce ne s'est pas seulement tue, elle s'est arrêtée. 200 personnes, au milieu d'une vie, d'une respiration, d'une gorgée, se sont arrêtées. Le quatuor à cordes qui s'échauffait dans le coin pour l'ensemble d'après-dîner s'est arrêté. Je suis presque certain que le lustre au-dessus de la table 7 a cessé de se balancer. Le sourire de Jordan n'a pas disparu immédiatement. Il a fallu environ 3 secondes, ce qui, dans ce silence, a semblé considérablement plus long. Sa bouche a conservé la forme d'un sourire tandis que le reste de son visage essayait de rattraper ce que ses oreilles venaient d'entendre. « Je suis désolé », a dit Jordan dans le microphone, sa voix faisant quelque chose que je ne l'avais jamais entendu faire auparavant, légèrement craquante. Quelqu'un a dit $1 million, répéta l'homme. Même volume, même ton, sans hâte, définitif, la voix d'un homme qui n'avait pas l'habitude de se répéter et ne le faisait que par courtoisie. Il était déjà debout, cheveux argentés, costume sombre, sans cravate, fin de la soixantaine, peut-être début de la soixantaine, le genre d'homme qui occupe exactement l'espace qu'il occupe, et pas un pouce de plus, ce qui, paradoxalement, fait que tous les yeux de la pièce le trouvent immédiatement. Je ne savais pas encore qui il était. Je veux être clair là-dessus. Moi, Eugene Price, 69 ans, debout à la table 14 dans un costume bleu marine, ma dignité ne tenant qu'à un fil, n'avais absolument aucune idée de qui était cet homme ni pourquoi il venait d'offrir $1 million pour dîner avec moi. Mais je l'ai regardé et il m'a regardé, et quelque chose est passé entre nous que je n'ai pas pu nommer alors et que je trouve encore difficile à décrire maintenant. Une sorte de reconnaissance entre 2 hommes qui ont passé leur vie à être sous-estimés et ont appris à être très, très patients à ce sujet. Jordan s'est remis. À peine. Nous avons $1 million, dit-il dans le microphone. Sa voix avait complètement perdu sa qualité d'animateur de jeux télévisés. Vendu au monsieur à la table 1. Je me suis assis. Patricia de la table 14 avait cessé de soupirer et me regardait avec une expression que je ne peux décrire que comme une profonde réévaluation.
Le promoteur immobilier de Brooklyn me regardait comme s'il regrettait de ne pas s'être présenté plus en détail pendant l'heure du cocktail. Le couple de Westchester se penchait l'un vers l'autre, chuchotant. J'ai pris mon vin, j'ai bu une gorgée lentement. 69 ans, pensais-je. Pas une seule fois, mais maintenant j'étais curieux. J'étais très, très curieux. La soirée s'est déroulée dans une atmosphère entièrement différente. L'énergie dans la pièce avait changé. La chaleur confortable et autosatisfaite avait été remplacée par quelque chose de plus électrique, de plus incertain. Les gens ne cessaient de jeter des regards entre moi et la table. Jordan a livré le reste de son programme avec un peu moins d'assurance qu'il n'avait commencé, ce que j'ai noté sans rien dire. Après la fin du programme officiel, alors que les invités commençaient à se diriger vers le bar et les uns vers les autres, l'homme aux cheveux argentés a traversé la pièce en direction de la table 14. Les gens se sont écartés pour lui sans vraiment s'en rendre compte. C'est une sorte de présence particulière, le genre que l'on ne peut ni fabriquer, ni acheter, ni apprendre dans un livre. Il s'est arrêté à ma table, m'a regardé. Eugene Price, dit-il, pas une question. C'est exact, dis-je. Il a tendu la main. Maurice Parker, je l'ai serré. Et même dans le bruit et l'électricité de cette pièce, j'ai senti le nom atterrir quelque part d'important dans ma poitrine. Car même à Queens, même un homme à la retraite de 69 ans qui se couche à 21h30, même moi, je connaissais ce nom. Maurice Parker, fondateur de Parker Capital Group. Le genre de société de capital investissement qui ne faisait pas de publicité parce qu'elle n'en avait pas besoin. Couverture de Forbes, interview refusée. Le genre de richesse tellement établie qu'elle avait cessé d'être intéressante pour ceux qui la possédaient. Ce Maurice Parker, je crois que nous avons un dîner à programmer, dit-il. Apparemment, oui, j'ai dit. Il a presque souri. Mon assistante vous appellera demain. Il m'a tendu une carte, de couleur crème, minimaliste, juste son nom et un numéro, et s'est éloigné dans la foule, qui continuait de s'écarter pour lui sans vraiment s'en rendre compte. J'ai regardé la carte, puis j'ai regardé à travers la pièce Jordan, qui me regardait depuis le bord de la scène avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de mon fils auparavant. C'était l'expression d'un homme qui vient de réaliser qu'il a peut-être fondamentalement mal interprété une situation. Bien, pensais-je. Réfléchis à ça. J'ai pris le métro pour rentrer à Queens, je me suis assis dans ma cuisine, je me suis fait une tasse de café, j'ai tourné la carte dans mes mains, et j'ai pensé, qu'est-ce que Maurice Parker veut exactement avec un vieil homme ennuyeux de Queens? Je ne le savais pas encore. Mais j'avais le sentiment que j'étais sur le point de le découvrir. L'assistante de Maurice Parker a appelé à 8h15 le lendemain matin. Elle s'appelait Sharon. Elle avait l'énergie posée et efficace de quelqu'un qui avait passé des années à être la première ligne de défense entre le monde et un homme très important, et elle était extraordinairement bonne dans son travail. Nous avons programmé un petit déjeuner pour le lundi suivant, dans un endroit de l'Upper East Side. Pas d'enseigne extérieure, menu sans prix. J'ai de nouveau porté le costume bleu marine. Maurice était déjà assis à mon arrivée. Costume sombre, pas de cravate, la même immobilité que lors du gala, cette immobilité que je reconnaissais maintenant comme la qualité particulière d'un homme qui avait cessé depuis longtemps de devoir faire semblant pour qui que ce soit. Il s'est levé quand je me suis approché, m'a serré la main fermement, brièvement, avec un contact visuel. Eugène. Maurice. Nous nous sommes assis. Du café est apparu sans que l'un de nous le demande. J'ai immédiatement décidé que j'aimais cet endroit. Je serai direct, dit Maurice, enveloppant sa tasse des deux mains. Je n'aime pas perdre de temps, le mien ou celui de qui que ce soit d'autre. Moi non plus, dis-je. Bien. Il m'étudia un instant avec l'attention concentrée d'un homme habitué à évaluer les choses rapidement et précisément. Alors, je vais commencer par un nom, Mitchell Green. Je posai mon café. Je n'avais pas entendu ce nom prononcé à voix haute depuis 11 ans. Mitchell Green, mon plus vieil ami, mon colocataire à l'université Howard en 1974, quand nous étions tous les deux fauchés et ambitieux et absolument certains que le monde nous devait quelque chose, ce qui n'était pas le cas. Mais nous étions jeunes et nous avions le droit à l'illusion. Il s'était assis en face de moi dans un restaurant de la 45e rue, 31 ans plus tôt, avec une serviette en papier couverte de chiffres et l'expression particulière d'un homme qui n'avait plus d'options, mais pas de croyances. Eugène, j'ai besoin de $50 000 et de 6 mois. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai été partout.
Personne ne veut y toucher. Mais je sais que cela fonctionne. Je le sais comme je connais mon propre nom. J'avais regardé la serviette. J'avais regardé Mitchell. Et j'avais pensé, cet homme ne m'a jamais menti en 30 ans d'amitié. Pas une seule fois. Je lui ai donné les deux, discrètement. Pas de contrat, pas d'accord d'équité, pas d'avocat, juste une poignée de main et un virement bancaire de 50 000 $ depuis un compte que Sandra ne savait pas exister, parce que Sandra aurait dit que j'avais perdu la tête, et elle n'aurait pas eu entièrement tort. Et je ne voulais pas avoir cet argument parce que je savais déjà ce que j'allais faire. 6 mois plus tard, la société de logistique de Mitchell Green avait son premier contrat majeur, un fabricant de taille moyenne au New Jersey qui avait besoin d'une solution de chaîne d'approvisionnement que personne d'autre n'avait pensé à construire comme Mitchell l'avait construite. 2 ans après cela, son deuxième contrat, puis un troisième, puis un quatrième qui était si important qu'il a obligé Mitchell à embaucher 47 personnes en 3 mois. Au moment où Mitchell a vendu sa firme il y a 15 ans, une transaction qui a fait la une de la section affaires du Wall Street Journal et a généré un chiffre que j'ai encore du mal à prononcer à voix haute, il valait 380 millions de $. Je vivais à Queens, à la retraite, regardant History Channel. Nous avions un accord, Mitchell et moi, établi bien avant le succès. Il m'avait proposé de me rembourser 100 fois au fil des ans. J'avais refusé à chaque fois, non par obstination. Eh bien, pas entièrement par obstination, mais parce que ce que je lui avais donné n'était pas un prêt. C'était un pari sur un ami. Et je n'avais jamais eu besoin que le monde sache que j'avais fait ce pari ou que je l'avais gagné. Mitchell m'a parlé de vous il y a 6 ans, a dit Maurice. Nous étions en train de mettre en place la structure d'investisseurs initiale pour ce qui est devenu le fonds d'infrastructure propre Parker. Mitchell a été notre deuxième investisseur majeur. Il a posé une condition, pas une requête, une condition, qu'avant de finaliser quoi que ce soit, nous localisions un homme nommé Eugene Price à Queens, New York, et que nous lui fassions une offre. Je n'ai rien dit. Il m'a dit, a poursuivi Maurice, qu'il y avait un homme qui avait financé toute son opération sur rien d'autre que l'instinct et l'amitié et 50 000 $. Il m'a dit que cet homme n'avait jamais rien demandé en retour, ni reconnaissance, ni remboursement, ni même une mention. Maurice fit une pause. Il m'a dit que vous étiez l'homme le plus discrètement puissant qu'il ait jamais rencontré. Mitchell a toujours trop parlé, dis-je. Maurice a souri, le premier sourire que je lui ai vu. Cela lui allait bien. Sans hâte, authentique, comme tout le reste chez lui. Il m'a aussi dit, Maurice a dit, que si jamais je vous rencontrais, je devrais faire attention, que vous étiez le genre d'homme qui en disait plus en ne disant rien que la plupart des gens en une vie. Mitchell est très généreux. J'ai dit, Mitchell est très précis. Maurice a dit, je vous ai observé vendredi soir dernier. Toute la pièce riait et vous étiez assis sur cette chaise comme un homme qui savait quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne savait. Il a soutenu mon regard. J'ai passé 50 ans à faire des affaires dans des pièces remplies des personnes les plus puissantes de ce pays. Je connais ce regard. C'est le regard d'un homme qui a été sous-estimé tant de fois qu'il a cessé d'en être gêné et a commencé à s'y intéresser. J'ai fait tourner ma tasse de café dans mes mains. Qu'est-ce que vous offrez exactement, Maurice, dis-je. Il fit glisser un dossier sur la table. 15% de participation au capital du fonds d'infrastructure propre Parker. Aucun capital requis de votre part. Votre contribution a eu lieu il y a 31 ans. L'investissement de Mitchell, qui a financé une partie importante de notre levée de fonds initiale, remonte directement à ce virement de 50 000 $ que vous lui avez envoyé en 1993. Sans cela, rien de ce qui a suivi ne se serait produit. Le fonds le reconnaît. Il hocha la tête vers le dossier. Les chiffres sont là. J'ai regardé le dossier, je ne l'ai pas encore ouvert. Pourquoi Mitchell ne m'a-t-il pas appelé lui-même? J'ai dit, parce que Maurice a dit qu'il avait peur que vous disiez non par entêtement. Juste, j'ai pensé. Il n'a pas tort, j'ai dit. Il ne l'est généralement pas, a dit Maurice. Ouvre le dossier, Eugène. J'ai ouvert le dossier. Je ne m'attendais pas aux chiffres précis imprimés sur la première page. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait assez de zéro pour qu'un homme de Queens de 69 ans reste très immobile pendant très longtemps et reconsidère chaque décision qu'il avait jamais prise et qu'il avait menée à ce moment précis, dans cette pièce précise, sans prix sur le menu. J'ai refermé le dossier. Je dois y réfléchir, dis-je.
bien sûr, dit Maurice. Et je dois comprendre, dis-je prudemment, pourquoi vous vous êtes levé à ce gala. Vous auriez pu appeler. Vous aviez mon nom. Vous aviez la connexion via Mitchell. Vous n'aviez pas besoin de faire une offre d'1 million de dollars devant 200 personnes. Maurice resta silencieux un long moment. Il regarda son café. Parce que, dit-il enfin, votre fils vous a mis sur cette chaise et a donné à une salle pleine de gens la permission de se moquer de vous. Et je vous ai vu absorber cela avec plus de dignité que je n'ai vu un homme en faire preuve en 50 ans d'affaires. Il leva les yeux et je pensais que Mitchell avait raison. Et je voulais que votre fils le voie, qu'il voie que l'homme qu'il venait d'appeler ennuyeux avait quelqu'un dans cette pièce qui savait exactement qui il était. J'ai hoché la tête lentement. Considérez cela, dit Maurice. Une déclaration d'ouverture. Nous avons terminé le petit déjeuner. J'ai ramené le dossier chez moi à Queens. J'ai lu chaque page 3 fois. J'ai appelé mon comptable, un homme prudent et conservateur nommé Harold, qui, en 30 ans de gestion de mes modestes finances, n'avait jamais rien dit d'excitant. Harold a dit, Eugène, s'il te plaît, dis oui. J'ai appelé Maurice le lendemain matin. Je vais le faire. J'ai dit, une condition, nommez-la. Mon fils essaie d'obtenir un rendez-vous avec Parker Capital depuis 2 ans. Je sais parce qu'il l'a mentionné à Thanksgiving, puis à Noël. Les 2 fois, j'ai fait semblant de ne pas entendre. Je ne veux pas que vous preniez ce rendez-vous. J'ai dit, pas encore. Peut-être jamais. C'est votre décision commerciale, mais je veux qu'il sache pourquoi. Et Maurice. Une longue pause. Eugène, dit Maurice, et je pouvais entendre quelque chose dans sa voix qui aurait pu être de l'admiration et aurait pu être de l'anticipation et était presque certainement les deux. Oui, je pense que cela peut être arrangé. 6 semaines plus tard, un mercredi matin d'octobre, j'ai remis mon costume bleu marine pour la 3e fois. Il devenait mon costume porte-bonheur. Sandra aurait détesté ça. Jordan m'avait appelé le dimanche précédent. Voix décontractée, voix du dimanche, la voix qu'il utilisait quand il essayait d'extraire quelque chose sans avoir l'air de l'extraire. Papa, et, question aléatoire. Tu connais Maurice Parker, Parker Capital Group? Dis-je, ce qui n'est pas un mensonge. C'est simplement un son. J'essaie d'obtenir une entrevue avec son équipe depuis 2 ans. Personne ne passe. Littéralement personne. Mais j'ai entendu dire par un contact qu'il était actif dernièrement, qu'il prenait des rendez-vous. Et je pensais juste, Jordan a fait une pause. Tu ne connais personne qui pourrait le connaître, n'est-ce pas? Jean, de ton ancien réseau ou quelque chose comme ça. Je ne vois personne, dis-je agréablement. D'accord. Oui. Coup de chance. Une pause. Et, tu devrais venir dîner bientôt. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vraiment vu depuis. Il s'est arrêté. Il savait depuis quand. Juste bientôt. D'accord. Pas de colère. La colère s'était depuis longtemps dissoute. Quelque part entre le Upper East Side et Harold, disant des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. Pas de satisfaction, pas encore. Ce que je ressentais était de la patience spécifique, délibérée, finement vieillie d'un homme qui était resté silencieux pendant 6 décennies et avait finalement, soigneusement décidé de parler. Maurice avait conçu la rencontre avec la précision d'un homme qui comprenait que l'architecture d'un moment comptait autant que le moment lui-même. Jordan correspondait avec un associé junior de Parker Capital depuis 3 semaines. Un échange soigneusement géré qui donnait à Jordan juste assez d'espoir pour se présenter préparé, juste assez d'incertitude pour le rendre nerveux, et juste assez de prestige pour qu'il amène 2 membres de son conseil d'administration. Il avait apparemment passé la matinée de la réunion à dire à son assistante Renée que c'était la réunion la plus importante de sa carrière. Renée, que j'avais rencontré une fois à Noël et qui m'avait donné sa carte en me disant avec une sincérité totale, « Monsieur Price, votre fils vous mentionne plus qu'il ne le réalise », m'avait envoyé un SMS ce matin-là. « Il est nerveux », écrivait-elle. « Il a choisi sa tenue hier soir. » Je suis arrivé au bureau de Parker Capital sur la 6e avenue à 9h15, au 43e étage. Le genre de vue qui vous donne l'impression que la ville a été arrangée spécifiquement pour votre bénéfice. Sharon, l'assistante de Maurice, m'a rencontré à l'ascenseur. Monsieur Price, elle était calme, efficace, excellente. Monsieur Parker vous fera entrer au bon moment.
Il y a du café dans la pièce annexe. Merci, Sharon. Elle s'arrêta à la porte de la pièce annexe. Monsieur Price. Monsieur Parker m'a dit de quoi il s'agissait. Elle s'est permis le plus petit et le plus contrôlé des sourires que j'ai jamais vus sur le visage d'un professionnel. Je travaille pour lui depuis 11 ans. Je ne l'ai jamais vu prendre autant de plaisir à préparer quelque chose. Elle est partie. Je me suis assis dans la pièce annexe avec mon café et j'ai écouté. Jordan arriva à 9h30. Je l'entendis dans le couloir, vif, prêt à la performance. La voix particulière qu'il déployait quand il avait besoin de quelque chose d'une personne importante, plus chaleureuse que sa voix habituelle, légèrement plus rapide, la voix d'un homme qui a répété. Cet espace est extraordinaire. Vraiment, nous avons admiré tout ce que Parker Capital a construit. Le fonds d'infrastructure, en particulier la vision derrière cela, est tout simplement remarquable. J'ai élevé cet homme. J'ai pensé que j'avais construit ce moment. Peut-être que ces deux choses ne sont pas sans rapport. La réunion a commencé. La voix de Maurice à travers le mur, mesurée, sans hâte, sincèrement curieuse de la fondation de Jordan, de sa structure, de ses objectifs, de son modèle de financement. Jordan a répondu, « Je veux être honnête à ce sujet. Mon fils est vraiment talentueux. Il a parlé avec intelligence et clarté, et avec une vraie passion, du travail que sa fondation accomplissait dans les communautés défavorisées. Et j'ai ressenti cette fierté compliquée et familière qui m'a accompagné pendant 35 ans de paternité. La fierté qui côtoie le chagrin d'être mal compris par la personne dont on est le plus fier. » 22 minutes après le début de la réunion, Maurice dit, « Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire venir quelqu'un. Il a été impliqué dans notre fonds dès le début, et je pense que sa perspective serait précieuse ici. » Une pause. « Bien sûr, dit Jordan. » J'entendis la pause dans sa voix, la légère recalibration. « Qui d'autre vient ?» Sharon ouvrit la porte de la pièce annexe, me fit un signe de tête. Je me levai, redressai ma veste, pris ma mallette, la vieille en cuir que Sandra détestait toujours, celle que je portais depuis 22 ans parce qu'elle m'avait accompagné partout, et je ne voyais aucune raison de changer. J'entrai dans la salle de conférence. Ce qui arriva au visage de Jordan Price dans les 4 secondes qui suivirent est quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie, et j'ai l'intention de vivre considérablement plus longtemps juste pour continuer à le porter. D'abord la reconnaissance, c'est mon père. Puis la confusion. Pourquoi mon père est-il ici? Puis le début de la recalibration, l'arithmétique mentale qui commence, l'addition de choses qui n'avaient pas semblé connectées auparavant. Maurice Parker connaît mon père. Et puis la 4e expression, celle qui se cachait sous toutes les autres, celle qu'un artiste essaie de réprimer et n'y parvient pas tout à fait. La compréhension naissante, qui vous retourne l'estomac, qui bouleverse les fondations, que quelque chose s'est passé dont il n'était pas au courant. Que le sol sur lequel il se tenait n'était pas le sol qu'il pensait. « Papa, dit Jordan. » Sa voix est sortie à peu près à la moitié du volume qu'il voulait. « Jordan, dis-je, comme je l'avais dit tous les dimanches pendant 35 ans, agréablement. Sans drame, je me suis assis en face de mon fils. Maurice s'est assis à la tête de la table et puis la porte s'est ouverte une fois de plus et Mitchell Green est entré. Mon plus vieil ami, mon colocataire d'université, l'homme que je n'avais pas vu depuis 11 ans. Qui était arrivé de Chicago la veille au soir et qui m'avait serré dans ses bras dans le couloir pendant un long moment sans mots qui disait tout ce qu'il y avait à dire entre deux vieux amis qui s'étaient vus devenir ce qu'ils allaient être. Mitchell s'est assis à la droite de Maurice et a regardé Jordan avec le regard calme et évaluateur d'un homme valant 380 millions de dollars, qui se souvenait d'avoir été sans valeur. Jordan a regardé Mitchell. Je l'ai vu reconnaître le nom. Je l'ai vu comprendre que l'homme qui avait bâti l'une des entreprises de logistique les plus prospères de l'histoire américaine au cours des 30 dernières années était assis en face de lui. Je l'ai regardé commencer lentement, douloureusement, comme un homme lisant une carte à l'envers, puis la retournant à l'endroit pour comprendre la forme de ce qu'il regardait. « Jordan, dit Maurice, croisant les mains sur la table avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait mené 10 000 réunions et savait exactement comment celle-ci allait se dérouler. Je veux être transparent avec vous parce que je crois que la transparence est importante et parce que je pense que vous méritez de comprendre l'image complète de ce qu'est cette réunion. » Jordan a hoché la tête. La performance avait complètement disparu de son visage. Il ne restait que mon fils, 35 ans, qui semblait soudain plus jeune. « Votre père et moi sommes partenaires, dit Maurice.
15% de participation au capital du fonds d'infrastructure propre Parker. Ce partenariat a été finalisé il y a 6 semaines. Il laissa cela s'installer. Il a été établi grâce à une décision que votre père a prise il y a 31 ans. Une décision que je ne détaillerai pas à moins qu'il ne le choisisse. C'est fondamental pour tout ce sur quoi ce fonds est construit. Ce n'est pas un mot que j'utilise à la légère ou généreusement. C'est le mot exact. Silence. Jordan se tourna vers moi. Papa, laisse-le finir, dis-je doucement mais assez fermement. Je veux aussi que vous sachiez, continua Maurice, que le travail de votre fondation est authentique et que votre proposition est solide. Votre équipe a fait un travail sérieux et dans d'autres circonstances, cette conversation serait différente. Une pause. La pause spécifique d'un homme qui a choisi ses prochains mots avec une grande prudence. Mais j'étais au courant de votre approche de Parker Capital depuis 2 ans, et j'ai pris la décision de ne pas prendre ce rendez-vous. Je veux que vous compreniez pourquoi, car je pense que vous avez mérité cette explication. Jordan était complètement immobile. Ces 2 membres du conseil d'administration, que j'avais rencontrés il y a environ 90 secondes, étaient assis avec une qualité figée particulière, celle de personnes qui réalisent qu'elles sont témoins de quelque chose de privé et n'ont aucune issue. La nuit où j'ai rencontré votre père, dit Maurice, j'ai vu un homme de 69 ans être placé sur une chaise, sur une scène, dans une salle pleine de gens qu'il n'avait jamais rencontrés, par son propre fils, et être transformé en blague. Et je l'ai vu absorber cela, absorber chaque seconde de cela avec plus de dignité et plus de grâce que je n'ai vu personne en faire preuve en 50 ans d'affaires. La voix de Maurice ne monta pas. Elle n'en avait jamais eu besoin. Je ne fais pas affaire avec des gens qui ne reconnaissent pas la valeur de ce qui est devant eux. Et je ne fais pas d'exception à cela. La pièce était si silencieuse que j'entendais la ville 43 étages plus bas. Mitchell Green regardait la table. Sa mâchoire bougeait très légèrement, comme toujours quand il essayait de ne pas sourire. Les yeux de Jordan étaient humides. Mon fils, qui pouvait tout jouer, ne jouait pas maintenant. Sa mâchoire travaillait silencieusement. Papa, juste le mot, dépouillé de tout le reste. Je n'ai pas. Je n'avais aucune idée. Je sais que tu ne savais pas. J'ai dit que c'était censé être drôle. Je n'essayais pas de te faire du mal, Jordan. Je me suis penché en avant, j'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé comme je le faisais quand il était petit et effrayé et qu'il avait besoin que quelqu'un lui dise la vraie forme des choses. Je veux te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes comme je le pense, et non comme ça pourrait sonner. Il a attendu. Je n'ai jamais eu besoin que tu saches ce que je fais discrètement, dis-je. Je n'ai pas donné cet argent à Mitchell pour la reconnaissance. Je n'ai pas passé 31 ans à refuser le remboursement parce que je voulais être découvert. J'ai fait ces choses parce que c'est ce que je suis. Silencieux, patient, content de laisser le travail parler à distance. J'ai maintenu son regard, mais j'ai 69 ans. Et j'étais assis sur cette chaise et 200 personnes riaient. Et tu m'as désigné et tu m'as traité d'ennuyeux dans une salle pleine d'étrangers. Et cela m'a coûté quelque chose que je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir coûté. La mâchoire de Jordan était serrée. Ses yeux étaient pleins. Alors, voici ce qui va se passer, dis-je. Je me suis levé et j'ai boutonné ma veste. Je vais rentrer chez moi à Queens. Je vais trouver quelque chose chez Home Depot de vraiment intéressant. Et tu vas y réfléchir? Je l'ai regardé fixement. Pas comme une punition, mais comme une information sur qui est ton père, sur ce à quoi ressemble le calme quand il a en fait été attentif depuis le début. J'ai pris ma mallette. Ton travail de fondation est bon, Jordan. Un vrai travail. Continue. J'ai redressé mes poignets, mais tu devras trouver tes propres investisseurs. Ce n'est pas de la cruauté. C'est juste la bonne chose à faire. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai posé ma main sur l'épaule de mon fils, brièvement, fermement, comme le font les pères quand ils aiment quelqu'un et sont aussi furieux contre lui et n'ont pas les mots pour les deux à la fois. Puis j'ai serré la main de Maurice et j'ai serré Mitchell Green dans mes bras correctement, comme on serre un homme qu'on connaît depuis 50 ans, devant qui que ce soit qui regarde. Parce qu'à 69 ans, j'embrasse mes amis et je ne m'en excuse pas, 50 ans, dit Mitchell doucement à mon épaule. 50 ans, dis-je. J'ai lâché prise, pris ma mallette, marché jusqu'à la porte. Eugène, dit Maurice. Je me suis retourné.
Il me regardait avec une expression que je reconnaissais parce que je l'avais vu une fois auparavant à la table un vendredi soir au Méridien. Quand il s'était détourné de mon fils et m'avait regardé à travers une pièce pleine de gens qui riaient. Un respect tranquille, celui qui n'a pas besoin de s'annoncer. Dîner vendredi, dit-il. Seulement s'il n'y a pas de prix sur le menu, dis-je. Le coin de sa bouche bougea. Évidemment, je sortis. Je pris l'ascenseur sur 43 étages, traversai le hall, poussai la porte sur la 6e avenue. New York m'a accueilli comme toujours, bruyamment, indifféremment, magnifiquement, complètement indifférente aux événements sismiques privés de toute vie humaine individuelle. Je suis resté un instant sur le trottoir et l'ai laissé me submerger. Le bruit, l'air d'octobre, froid et vif, comme seul l'air d'octobre à New York l'Est, les taxis, les gens se déplaçant dans toutes les directions avec l'urgence concentrée d'une ville qui n'a jamais envisagé de ralentir. Dans la poche intérieure de ma veste se trouvait un document que mon comptable avait décrit de manière conservatrice comme le genre de choses qui changent le cours d'une vie. Une participation de 15% dans un fonds d'infrastructure d'énergie propre que Maurice Parker avait passé 4 ans à construire discrètement et méthodiquement en quelque chose qui, au cours de la prochaine décennie, remodèlerait une industrie entière. Mon nom y figurait. Eugene Price, Queens, New York. Retraité. Ennuyeux. Jordan se reconstruirait. Je connais mon fils. Il est têtu et talentueux. Et sous la performance, sous le gala et le microphone et l'enchère et le pointage, il est le garçon que j'ai élevé, le garçon que j'ai conduit à l'école sous la pluie, le garçon à côté duquel je me suis assis dans les salles d'attente à 2 heures du matin. Avec une fièvre qui m'a fait plus peur que je ne l'ai avoué à quiconque. Il réfléchirait à ce qui s'était passé dans cette pièce. Il le retournerait. Il finirait par le comprendre, non pas tout de suite, mais finalement, de la manière dont il devait être compris. Et quand il serait prêt, je serais à Queens, où j'ai toujours été. J'ai marché jusqu'au métro, je suis rentré chez moi à Queens, je me suis fait une tasse de café, je me suis assis dans ma cuisine, et pour la première fois depuis un vendredi soir sur Park Avenue. Quand mon propre fils a brandi un microphone et m'a offert à une pièce pleine d'étrangers pour $1. Eugene Price se sentait exactement, complètement et sans excuse comme lui-même. Pas ennuyeux. Il n'a jamais été ennuyeux. Il était juste calme. Et le fait est que les hommes calmes, ce que Jordan Price commençait seulement à comprendre, 43 étages plus haut dans une salle de conférence sur la 6e avenue, avec les yeux de Mitchell Green sur la table et les mots de Maurice Parker toujours en l'air. C'est que le calme n'est pas la même chose que l'absence. Les hommes discrets voient tout. Les hommes discrets se souviennent de tout. Et les hommes discrets, lorsqu'ils décident enfin que le moment est venu, lorsqu'ils boutonnent leur veste et prennent leur vieille mallette en cuir et sortent d'une pièce qu'ils viennent de réorganiser complètement. Les hommes discrets ne regardent pas en arrière. Ils n'en ont pas besoin. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de cette sphère.